Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Et on parle d'affaires internationales avec Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario Dumont, comment ça va? Ça va très bien. On a déjà quelques journées de fête ensemble, mais on n'a pas encore beaucoup parlé. Il y a eu tellement d'autres actualités. On n'a pas encore beaucoup parlé de la situation d'Israël, du Hamas, de la Palestine. Et aujourd'hui, tu veux me parler d'abord de cette campagne de vaccination que tu trouves plus efficace que la distribution des vivres et autres besoins essentiels? À sa face même, évidemment, et je comptais le nombre de chroniques que ça nous prendrait avant d'arriver à parler d'Israël, un petit pays dont la présence dans l'actualité internationale est inversement proportionnelle à sa taille. Il n'y a pas beaucoup de semaines où on ne parle pas d'Israël ou de ce qui s'y passe, particulièrement depuis le 7 octobre dernier. Alors effectivement, commençons avec ce qui a beaucoup retenu l'actualité depuis quelques jours, parce qu'on est en train d'assister à une campagne de vaccination qui apparemment se déroule assez bien. On serait aujourd'hui ou demain au dernier jour de cette première étape parce qu'il doit y avoir d'autres vaccins qui doivent être donnés. Donc, une campagne de vaccination qui a attiré beaucoup notre attention et qui nous a peut-être rendu aveugles au fait que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, plusieurs organisations internationales comme Médecins sans frontières disent on n'arrive pourtant pas à faire distribuer des petits kits hygiéniques basiques pour les enfants pour faire en sorte que leurs toilettes puissent être faites, de l'eau, de l'aide alimentaire évidemment, parce que si on risque de mourir de la polio, et il faut souligner que c'est important, cette campagne de vaccination, il y avait un cas de polio qui avait été détecté, puis on veut éviter le pire, particulièrement dans les conditions sanitaires à Gaza. Mais comment expliquer qu'on soit capable de vacciner, pas capable de faire en sorte que de l'aide basique soit distribuée, d'autant qu'il y a probablement beaucoup plus d'enfants à Gaza qui sont morts de malnutrition au cours des dernières semaines, sinon des derniers mois, que de la polio. Et c'est un exemple où des fois on devient aveugle à l'actualité qui, elle, est répétée tous les jours et qui, sur le terrain, font que les conditions de vie pour les gens sont abominables. Ça n'empêche absolument pas la dynamique qui explique ce qui se passe, c'est-à-dire que les Israéliens, évidemment, sont en conflit avec le Hamas depuis le 7 octobre pour les raisons que j'ai pas besoin d'expliquer. Ils sont certainement en guerre renouvelée depuis quelques jours parce qu'on a appris que 6 otages avaient été très vraisemblablement abattus avant d'être libérés par les forces israéliennes qui, un peu partout à Gaza, les cherchent. On sait qu'il reste probablement... Cette découverte-là a quand même ramené toute une vague de pression sur Netanyahou, qui a même dû, avant hier, demander pardon pour pas avoir réussi ou fait le nécessaire pour arriver à un accord sur les otages. Mais ça a comme ramené la dynamique, l'importance des otages et, bon, d'un accord, d'un cessez-le-feu, là. Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui, évidemment, le fait que les Israéliens n'aient pas réussi à libérer vivants ces otages. On sait que l'armée, un peu partout à Gaza, tente de les localiser. Quelques jours avant, il y avait un otage qui avait été retrouvé, qui avait été ramené en vie. Puis il y a eu une opération il y a quelques mois qui avait permis d'en libérer quelques-uns. Il y a eu aussi des cafouillages, des otages israéliens qui sont sortis de là où ils étaient détenus, les mains en l'air, même avec un drapeau blanc et qui ont été tirés à vue par des forces israéliennes pensant qu'il s'agissait d'un piège tendu par le Hamas. Donc, pour le premier ministre Netanyahou, situation extrêmement difficile. J'étais en train de le dire, il reste probablement une centaine d'otages israéliens. Tous ne sont pas vivants. Ça pèse très lourd dans le débat politique en ce moment en Israël. On peut le comprendre. Les familles veulent que quelque chose puisse permettre de les ramener en vie au pays. On veut une entente négociée. Ça a un impact sur le cours de l'élection présidentielle. On l'a vu. D'un côté, il y a des gens qui ont des sensibilités à la cause palestinienne, qui ont dit à l'époque à M. Biden, attention, il faudrait faire en sorte qu'on s'occupe aussi de ces gens-là, parce qu'Israël pèse très lourd aux États-Unis, mais c'est probablement la première fois aux États-Unis aussi pendant une campagne présidentielle qu'on voit la cause palestinienne avoir un impact. Et puis on l'a vu aussi à la Convention démocrate il y a 2 semaines. Les parents d'un jeune otage israélo-américain, mort d'ailleurs ce week-end, qui sont venus plaider la cause de ces otages en disant il faut pas oublier, il faut qu'on arrive à une solution. Et dans cette configuration, M. Netanyahou, qui est au cœur de tout, premier ministre,
qui est un survivant. C'est dans l'histoire d'Israël celui qui le plus longtemps a été au pouvoir, a été réélu plusieurs fois, qui a des démêlés avec la justice. Oui, c'est ça, important. dire. Pourtant, englué dans les scandales et autres, mais qui finit par être toujours là. Qui est absolument increvable, qui probablement en ce moment, je dirais d'un point de vue très opportuniste, tire son épingle du jeu politiquement en maintenant cette situation de conflit. Et la question que tu posais tout à l'heure, c'est revenu à la surface. Évidemment, on ne peut pas l'oublier, il y a une guerre ouverte entre le Hamas et Israël. La question des otages en Israël est très importante. Et puis pour les Palestiniens, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. On parle de 40 000 victimes. Là-dedans, il y a nécessairement des combattants du Hamas, mais beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des innocents. Et quand on parlait tout à l'heure de la campagne de vaccination, je me disais pour ma part, dommage qu'on ait, puis évidemment c'est ironique, il faudra le comprendre comme tel, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de campagne de vaccination pour protéger les enfants contre les dommages collatéraux des opérations militaires israéliennes, parce qu'il y en est mort beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça signifie à court ou moyen terme? Je pense que les choses sont maintenant très claires. M. Netanyahou ne cherche pas une entente négociée. Il l'a répété dans sa conférence de presse, son point de presse en début de semaine. L'objectif pour Israël... Il a monté le ton contre les journalistes. Il est venu impatient pour la peine, là. Oui, puis on voit des fois chez nos politiciens des pertes de patience. Il faut voir que les enjeux, quand on est en guerre, sont autrement plus importants. Puis on parlera aussi à terme, Mario, toi et moi, de ce qui se passe en Ukraine, parce que là, il y a aussi des risques de dérapage et d'un conflit qui pourrait dépasser les frontières de ce à quoi nous assistons présentement, et de la tentation pour M. Zelensky d'entraîner les Américains dans un conflit plus vaste, ce qui servirait ses intérêts. Et c'est la question qu'on peut se poser aussi avec M. Netanyahou présentement en Israël. Est-ce que le plan de match, parce que alors, une entente négociée, quoi qu'en disent les Américains, je pense qu'à court terme, elle risque pas d'arriver. On est probablement à la dernière tentative. Le président Biden a usé beaucoup de son capital politique, a annoncé à répétition qu'il y avait une entente qui était au bout des doigts. Combien de fois avons-nous entendu dans les derniers mois? On est à 48 heures, 72 heures d'un cessez-le-feu qui permettrait la libération des otages. Sincèrement, j'ai l'impression qu'un gars comme Anthony Blinken, le secrétaire d'État de M. Biden, il a mis beaucoup d'heures là-dessus, là, puis il est allé à répétition vers l'Égypte, le Qatar. Des fois, je me demande, est-ce que les Américains, parce qu'ils semblent vraiment impatients, là, M. Biden et compagnie, les démocrates, dans leur campagne, là, c'est une emphase épouvantable, parce qu'ils ont un mouvement pro-palestinien dans le parti, ils voudraient un accord, un cessez-le-feu. Est-ce que les Américains pourraient monter la pression d'un cran, faire comme les Britanniques, cesser la livraison de certaines armes? Mais on va me répondre, ouais, c'est impensable. Pour les Américains, le support à Israël est si ferme et si entier que c'est impensable. Il faut comprendre qu'Israël aux États-Unis, c'est un peu comme le 51e État. Dans la population en général, ils sont très bien appuyés. Si tu avais sur une balance mesuré l'impact ou le poids politique d'Israël ou de la Palestine, il n'y a absolument aucun doute, c'est Israël qui l'emporte largement auprès des Américains, auprès de la classe politique, en plus d'être une force politique, un lobby extraordinairement puissant à Washington. Alors, dans quelques instants, je reviens sur le cours de la campagne électorale. Oui, M. Blinken a usé beaucoup de jus de coude. M. Biden est probablement au bout de sa patience. Je crois que M. Netanyahou sait que c'est du bluff. Pendant une fraction de seconde au printemps, on a suspendu ou dit avoir suspendu la livraison d'armes à Israël pour faire pression. Puis 24 ou 48 heures plus tard, l'affaire était réglée, puis les armes s'en allaient vers Israël. Donc, je pense que M. Netanyahou sait que les États-Unis ne le lâcheront jamais. Il sait aussi que tout ce qui est derrière M. Biden est mieux. Mme Harris, très clairement, s'est prononcée en disant « Notre priorité, c'est de reconnaître le droit d'Israël à se défendre et jamais on ne les mettra dans une position fâcheuse. » Et M. Trump, c'est probablement l'Eldorado du point de vue de Netanyahou. C'est l'interlocuteur le meilleur. C'est celui qui a déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui est symboliquement quelque chose de super important. La question pour ceux qui nous écoutent présentement, c'est est-ce que le plan de match politique et probablement stratégique du point de vue militaire de M. Netanyahou, c'est d'engendrer une guerre plus importante en amenant, par exemple, l'Iran dans l'équation. Parce que l'Iran, pour l'instant, n'a pas riposté
à l'attentat qu'il y a eu le jour de l'investiture du nouveau premier ministre, quand Israël a éliminé un des leaders du Hamas. C'était une provocation, parce que le même leader du Hamas aurait pu être tué au Qatar, aurait pu être tué ailleurs. On a choisi de le faire en Iran parce qu'on veut humilier, sinon provoquer l'Iran. Ils l'avaient fait quand ils ont attaqué en Syrie, à Damas. L'attaque sur l'ambassade iranienne avait permis d'éliminer un général. Là, il y avait eu un semblant mais de c'était aussi une réplique. provocation. Pendant une nuit, l'Iran avait lancé quelques missiles. En fait, des centaines de drones et des missiles. Je pense que tu as raison. C'est une attaque qui était mise en scène. C'était une manière pour l'Iran de dire on ne peut pas se laisser ainsi humilier, faire semblant. Mais ça avait été annoncé. On a créé les conditions pour que ça soit pas trop dommageable. Mais pour l'instant, l'Iran n'a pas répondu à la dernière des provocations. Je pense qu'ils ont le sang-froid, les Iraniens. Ils savent de toute façon que militairement, ils ont des carences qui font qu'une guerre ouverte entre les États-Unis et Israël ne serait pas une proposition gagnante, mais ils devront faire quelque chose. Et il y a un jour où l'Iran n'aura peut-être pas le choix de réagir. Et s'il y a un conflit élargi dans la région, que des néoconservateurs à Washington ne détestent pas comme perspective. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent il faut profiter de ce que l'Iran n'a pas encore la bombe atomique pour la mater et peut-être changer de régime. On a déjà joué dans ce film-là, changer un régime en Syrie, changer un régime en Afghanistan, changer un régime en Irak. On a vu que ça n'a pas été toujours de fiers succès. En Libye non plus. La Libye, on pourra revenir un jour. Dans la plupart des cas, ça a amené à l'anarchie. À l'anarchie au pays et à l'anarchie aux portes de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, la Libye, c'est le point de sortie organisé de l'immigration illégale vers l'Europe. C'est certainement pas gagnant pour la France, alors que c'était M. Sarkozy qui était tout à fait favorable à se débarrasser de M. Kadhafi à l'époque. Alors, beaucoup de choses dans notre chronique aujourd'hui. Si on a à retenir une affaire, c'est que la possibilité d'un conflit élargi entre Israël et l'Iran n'est absolument pas exclue. Et ça pourrait avoir un impact sur nos vies, d'abord parce que n'importe quelle guerre est déstabilisante, et parce qu'une bonne partie du pétrole mondial passe par là, pas très très loin, et il y a des points d'étranglement que l'Iran pourrait choisir de fermer pour faire pression sur l'Occident. Et une crise du pétrole, c'est pas parce qu'on n'en a pas chez nous. Ça affecte les cours partout. Ça a un impact inflationniste. Je l'annonce pas ce matin. Je dis, on peut pas regarder ça en se disant, c'est loin de chez nous, ça nous dérange pas. Non, tout est vachement interrelié aujourd'hui. Alors, c'est notre première intervention, Mario, sur la question israélienne. Sûrement pas la dernière. C'est pas la dernière. Merci Stéphane, à demain. Au revoir. Salut.